Une écrivaine voyageuse, ou une voyageuse écrivaine, une femme déplacée, c'est le titre d'un de mes premiers récits, une femme qui ne tient pas en place. Voilà. Mon dernier livre, mon dernier manuscrit, puisqu'il n'est pas encore publié, s'appelle Désolation. C'est un titre qui est venu après l'écriture de ce livre. C'est le fruit d'un voyage pas comme les autres, accompli en Grèce, où je devais, en 2016-2017, écrire à propos des réfugiés, et non pas simplement passer des vacances innocentes. C'était l'été d'une perte d'innocence, finalement. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre. C'était impérieux, c'était nécessaire. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, c'est l'écriture qui vous guide. Quand il y a une écriture, quand il y a une voix, vous êtes guidé. Je ne me suis pas dit, je vais faire ça et ça. Absolument pas. Je ne me suis rien dit du tout. Je vais écrire en accompagnement, non pas sur, mais avec les réfugiés, le maximum que je puisse faire, c'est ça. C'est un travail sur la mémoire, c'est une résurrection de ma mémoire en Grèce parce que c'est mon écriture. Dans tous les récits que j'ai publiés jusqu'à présent, chez Fayard en particulier, c'est une remontée de la mémoire. Le premier livre s'appelle Mémoire confite, le second livre, c'est Une femme déplacée, et c'est déjà la Grèce. La Grèce est toujours là. Et c'est vrai que ce voyage de pérégrination, c'était aussi une pérégrination intérieure. C'est-à-dire qu'effectivement, tout mon passé, tous les liens très forts, l'homme que j'ai aimé qui est mort, tout ça est revenu au milieu de cette souffrance et ça a été un accompagnement intérieur. Il y a des petites choses comme ça qui me viennent, tiens, voilà, et puis ensuite ça devient quelque chose, mais ce devient m'échappe. C'est le moment de l'écriture, c'est comme une partition musicale. C'est ça qui compte. Mais je ne vais pas me dire, tiens, je vais parler d'un tel ou d'un tel, pas du tout, pas du tout. C'est comme une marche et vous découvrez le paysage à mesure que vous marchez. Vous ne savez pas où vous allez. Il faut accepter de ne pas savoir où vous allez. Et c'est pour ça que ça collait si bien avec les réfugiés. Parce que finalement, mon thème, c'est peut-être ça. C'est ne pas avoir de refuge, c'est de migrer en permanence à l'intérieur de soi. Moi, je suis une fille de militaire et j'ai migré combien de fois dans ma vie? Je suis à cheval sur le Maroc et sur Lyon. Je suis le fruit d'un mariage mixte, comme je dis toujours, d'origine espagnole lointaine, juive espagnole lointaine, etc. Donc je n'ai pas de racines, d'une certaine manière. Non, il n'y a pas de récits qui m'ont le plus marqué parce que chacun apporte une pierre à l'édifice, c'est sans fin. Les responsables de Syriza qui ont démissionné, c'était poignant parce qu'ils ont tellement été déçus par la gauche, il n'y a pas que nous, les partis Pras, donc c'était très poignant. Les prêtres jésuites qui s'occupent des immigrés, c'était extrêmement intéressant dans cette recherche à la fois mystique et très pratique d'aide aux réfugiés. Et les réfugiés eux-mêmes, que ce soit cet Afghan qui est condamné à mort, qui a travaillé pour les Américains et qui était incroyablement naïf, que ce soit cette femme kurde qui probablement a été violée, qui est venue avec ses enfants, que ce soit cette espèce d'espion syrien improbable. Il y a des choses aussi amusantes, hein, c'est pas seulement tragique. Tous ces gens-là, c'est un cœur, chacun apporte sa voix à son cœur. Tout était normal, et puis soudain, la mer a commencé à s'agiter, les vagues sont devenues de plus en plus hautes, on a chaviré d'un seul coup. Tout le monde s'est retrouvé sous l'eau, la barque retournait au-dessus. Le Palestinien qui nageait à côté de moi m'a fait signe de le suivre, ce que j'ai fait. On a nagé 6 heures en tout, d'1 heure à 7 heures du matin. Je n'avais pas de gilet de sauvetage. Ceux qui ne savaient pas nager sont morts très vite. On a entendu quelque temps les cris dans la nuit, puis plus rien. Je ne sais pas ce qui est le pire. Les cris ou le silence de plomb qui vous tombe dessus, comme si on était tout d'un coup seul au monde. À quoi on pense dans ces moments-là? On se dit que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réel, que ça doit être un cauchemar.
Je n'avais pas pensé une seule seconde que ça pouvait nous arriver. Quand on a coulé, j'ai eu le temps d'échanger quelques mots avec la femme kurde qui avait 2 enfants. Elle a juste eu le temps de me dire en pleurant « J'ai perdu mes 2 enfants pour l'Europe ». Une chose incroyable s'est passée quand on arrivait sur l'île de Lesbos. Vous êtes épuisés. Vous venez de nager 8 heures dans la nuit et l'épouvante. Vous venez de perdre des gens et des enfants qui étaient vivants la veille et la première chose qu'on vous demande, c'est vos papiers. Je ne comprenais pas qu'on puisse nous traiter comme ça. On ne vous accorde pas une seconde de répit. Vous êtes emmenés immédiatement à l'hôpital et là, on vous fait attendre sur une chaise. Vous êtes trempés de la tête aux pieds. Vous ne sentez même plus vos genoux. Vous avez besoin qu'on vous examine le plus vite possible. Vous voulez juste vous étendre, vous reposer un peu. On vous répond qu'il n'y a pas de lit, qu'il faut attendre comme ça. Je venais de voir la mort en face et je ne pouvais même pas m'allonger sur une civière. 1 heure après, on vous conduit à la police du camp de Moria pour l'enregistrement. Ce n'est que le soir venu que nous avons été transférés à Kara Tepe. Heureusement pour nous, parce que Moria, c'est une prison à ciel ouvert. La mer si proche menace de tout engloutir. Je demeure au centre exact entre le ressac de la mer et le hurlement du vent qui s'est engouffré quelque part sous la fenêtre de la chambre, dans les tuyauteries. Ce sont les voix étouffées de toutes celles qui ont péri en mer. Les voix étouffées de tous ceux qui ont péri en mer. Les femmes, les mères, les enfants, les hommes jeunes ou vieux. Les corps engourdis dans la mer, assoupis, blottis en elle comme dans le ventre maternel. Notre berceau commun devenu tombeau. Les camps de Lesbos croulent sous la neige. Les tentes sont les haillons détrempés sous lesquels on meurt. Un jeune Égyptien, probablement copte, a été retrouvé sans vie au petit matin sous sa tente. Le poids de la neige a fait céder le toit. Il avait 20 ans. On ne sait pas combien sont morts. Les associations ont de plus en plus de mal à pénétrer dans les camps. Les informations ne filtrent pas. Les camps sont débordés, les bonnes volontés aussi, épuisées. La vie n'est pas juste. Nous voulions seulement avoir une vie normale. Croyez-moi, personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. C'est la guerre qui nous a chassés. Et après, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder les informations. Vous apprenez qu'un de vos amis vient d'être tué, un autre a été kidnappé, personne n'a de ses nouvelles. C'est le cas d'un de mes meilleurs amis. Il rentrait chez lui à pied, il n'avait absolument rien fait. Il avait juste sa carte d'identité avec son adresse, qui malheureusement pour lui, était dans la zone rebelle. Ils l'ont arrêté en pleine rue. Ils se sont dit que c'était peut-être un rebelle. Jusqu'à présent, après 4 ans, sa famille n'a encore reçu aucune nouvelle de lui. Tous les jours, vous entendez des histoires comme celle-là. Et tous les jours, c'est pire. Notre vie, notre famille, nos amis, notre mémoire, tout est resté là-bas. Et notre plus cher désir est d'y retourner.